Donc commençons tout de suite. On a un grand plaisir d'accueillir ici Frédéric Lordon. Frédéric Lordon qu'on ne présente pas la plupart du temps, puisqu'il est devenu une personnalité du champ intellectuel, comme on dit, importante, et pourtant que je vais présenter, puisque c'est partie de mon travail. Frédéric Lordon appartient déjà à un univers qui est un univers spécialiste d'économie, et dans cet univers-là, il tient un rôle important, celui d'un sous-ensemble dont vous avez sans doute entendu parler, qui a beaucoup agité le champ académique, notamment ce qu'on appelle les économistes hétérodoxes. Il est économiste hétérodoxe, si je puis dire, depuis 20 ans maintenant, puisqu'en 1997, il a publié Les quadratures de la politique économique, qui est un des premiers grands textes qui articulait justement économie et sociologie économique. Et depuis 10 ans, il n'est pas seulement économiste hétérodoxe, si je puis dire, mais il est philosophe, à bien des égards, puisqu'il s'est tourné vers ce à quoi il a consacré une bonne partie de ses efforts et ses derniers livres, à savoir une théorie spinoziste du monde social et une théorie spinoziste de l'économie, voire même une théorie spinoziste de la politique. Les trois ouvrages qui nous rassemblent aujourd'hui, on a pris les derniers, comme toujours, notre séminaire s'appelle Actualité, alors l'actuel peut aller vraiment remonter loin en arrière, mais pour ce qui nous concerne, on s'en tiendra à ces trois derniers livres, parce qu'ils dégainent très vite, alors beaucoup de livres à la fois, et on est toujours en retard d'un livre, de toute façon. Les trois derniers livres qui nous rassemblent, ce sont d'abord, on l'a pas ici, La Société des affects pour un structuralisme des passions, qui est sorti en 2013, qui est un livre, on pourrait dire, d'épistémologie des sciences sociales, enfin on va y revenir tout à l'heure. Ensuite, Imperium, qui est sorti en 2016, début 2016, qui est un livre qu'on pourrait qualifier de livre de philosophie politique, ou plus exactement une application de cette épistémologie des sciences sociales dans le champ politique en particulier. Et un dernier, paru en octobre de l'année 2016, Les affects de la politique, qui tire des conséquences pratiques, en grande partie, du travail qui a été produit dans Imperium. Donc vous voyez, ça nous fait trois volets autour desquels on va essayer de tourner aujourd'hui, à savoir qu'est-ce que c'est aujourd'hui que de s'efforcer d'écrire d'une nouvelle façon une certaine philosophie des sciences sociales. Beaucoup de gens qui se prêtent à ce type d'activité, mais qu'est-ce que c'est que d'écrire cette philosophie des sciences sociales inactuelle ou intempestive dans la mesure où elle se revendique d'un philosophe du XVIIe siècle qui est bien antérieur à l'émergence des sciences sociales, à savoir Spinoza. Qu'est-ce que c'est que d'appliquer cette philosophie des sciences sociales au champ politique, ou même un domaine là aussi saturé? Et enfin, qu'est-ce que c'est que tirer des conséquences pratiques de ces connaissances? Ce sont les trois grands volets qu'on va vous proposer aujourd'hui, sous une forme qu'on affectionne particulièrement, vous le savez bien, dans ce séminaire, à savoir celle de la discussion. Et on va s'engager directement dedans. Je crois, tu as la parole. Oui. Alors, Daniel, on a demandé que ce soit une forme de discussion, donc c'est quelque chose comme ça. Et je vais commencer par une question très large sur son orientation, sur sa pensée. Ensuite, Roland, on verra sur un certain nombre de questions beaucoup plus relatives à la question justement de l'épistémologie des sciences sociales. Et après, de mon côté, je poserai 2-3 questions sur la question de la théorie politique et de la pratique. Et alors, effectivement, Frédéric, je pense que j'ai une question qui est bien pour commencer, enfin, un peu généralement. Moi, je t'avais proposé de. Je les ai vus à peu c'est vrai, quand on est un auteur, on a toujours en tête un certain nombre pas forcément très conscient, très explicite, mais de polarité du champ ou des choses qui manquent dans la théorie, dans la pratique, dans la politique contemporaine, qui fait qu'on a envie d'écrire et qu'on a envie de dire quelque chose qui manque dans l'espace de la pensée. Et donc, j'aurais voulu, pour commencer, un peu que tu nous racontes un peu qu'est-ce que tu veux nous dire dans ces trois livres. Qu'est-ce qui te semble manquer dans la théorie politique, la théorie critique ou l'épistémologie
sur les sujets sur lesquels tu réfléchis, et comment tu décrirais un peu voilà, le type de concept, le type d'orientation dans la pensée, le type de connaissances qui te semble manquer et que tu essaies de proposer, et que ça va imposer dans le champ de la connaissance de l'autre. Alors, pour que les choses soient tout à fait claires, et vous donner à voir les coulisses, hein, donc en effet, moi j'ai beaucoup apprécié, d'ailleurs c'était une demande de paresseux hein, de ma part, et aussi un peu une demande de surchargé. Je ne me voyais pas le temps dans la période actuelle de préparer un gigantesque topo, etc. Et j'ai demandé à Geoffroy et Ronan si on pouvait procéder autrement à partir de questions qu'ils allaient me poser. Et comme ils m'ont pas pris en crête, ils m'ont envoyé des canevas, des lignes directrices, des questions passablement fouillées, je dois dire. Et donc si vous voulez, ça balisait pour moi la discussion d'une manière tout à fait agréable. Et j'ai spécialement apprécié la première question, Geoffroy, qui était, parce que qui marque plus nettement encore ta formulation présente, puisque tu me demandes contre quoi écris-tu, contre quoi essayes-tu de penser. Et ma foi, c'est vous avez une espèce d'idéologie du positif, de la positivité, etc. Mais bon, il ne faut pas se raconter d'histoire non plus. Et j'ai trouvé que c'était une très bonne manière d'introduire le débat. Alors, des contres, je pourrais en aligner comme on en fait des perles, mais j'en ai identifié trois essentiellement. Je les indique tout de suite. Premier contre la réduction empiriste des sciences sociales. Deuxième contre, les antinomies, notamment un certain nombre d'antinomies, mais au premier rang desquelles l'antinomie des structures et d'histoire. Troisième contre les anthropologies enchantées. Alors, la réduction empiriste des sciences sociales, j'ai vu que Ronan venait me taquiner là-dessus, donc je vais peut-être réserver ça pour tout à l'heure. Et de même, le deuxième, hein, les antinomies de la structure et de l'histoire, parce que je sais d'avance que c'est un sujet sur lequel Ronan m'interrogera. Alors il reste le troisième, qui est peut-être celui, en tout cas dans la période présente, qui compte le plus à mes yeux. Probablement parce qu'il est le plus chargé de conséquences politiques. Contre les anthropologies enchantées. Alors, il y aurait des façons déplaisantes de le dire, mais bon. Je pense que la vie intellectuelle à gauche est marquée par un pli qui est celui du wishful thinking. Et que ce pli du wishful thinking, il se localise précisément dans des hypothèses anthropologiques, implicites ou explicites, contre lesquelles, je me lance. Bon. Qu'est-ce que c'est, en particulier, quelles sont les deux thèses d'une anthropologie enchantée avec lesquelles j'ai mal à partir? La première, c'est la question de la violence. La deuxième, c'est la question de la verticalité. La question de la violence, pour commencer. Je dois dire que ça, c'est un problème, moi, qui me travaille depuis longtemps. Je pense que la première fois qu'il a fait surface réellement dans mes travaux, c'était dans un ouvrage qui date un peu plus et qui s'appelle L'intérêt souverain. Mais en réalité, je crois que j'ai toujours considéré depuis lors qu'une anthropologie politique qui fait l'impasse sur la question de la violence est nulle et non avue. Alors ce débat est devenu particulièrement polémique, hein, à l'occasion de cet ouvrage que tu as bien voulu citer, Ronan, qui s'appelle Imperium, puisque, alors c'est un ouvrage qui poursuit plusieurs cibles et plusieurs publics simultanément, ce qui fait que ça a occasionné toute une série de malentendus. Mais il est vrai que dans cette affaire, je m'en prenais assez largement à quelques prémices anthropologiques de la pensée libertaire, dont je considère qu'en effet, elle n'accorde pas à la question de la violence l'importance qui lui revient, mais sans laquelle on ne peut pas penser convenablement le politique. Donc une anthropologie qui fait l'impasse sur la violence est à mes yeux nulle et non avue. Alors bien sûr, poser la question anthropologique de la violence, c'est d'une manière ou d'une autre poser une question de nature humaine. Pas une question terrible, hein, parce que c'est à la fois une question qu'on ne veut pas poser et une question qu'on ne peut pas ne pas poser. Alors comment on se sort d'un accord pareil? D'abord, pourquoi est-ce qu'on ne veut pas la poser? On ne veut pas la poser pour toute une série de raisons bien fondées, hein, il faut le reconnaître. On sait bien que poser les questions de nature humaine, c'est ouvrir la boîte de Pandore de toutes les essentialisations dont on
sait abondamment les choses extraordinairement désagréables qui peuvent en sortir, intellectuellement et politiquement. Bon. Alors évidemment, par exemple, chez Spinoza, qui n'est pas suspect de dérive fâcheuse, cette question de la nature humaine, elle est présente. Quoique sur un mode extrêmement problématique. Spinoza n'arrête pas de parler il en fait référence à plusieurs reprises, de la nature humaine une et commune à tous. Il y a quelque chose dans sa tête comme une nature humaine. Alors je dis que c'est compliqué, mais je ne vais pas rentrer dans des considérations. Est-ce que vous pouvez utiliser le micro, s'il vous plaît? Alors, on va en profiter. Si vous voulez bien descendre dans la... On peut y aller? Allez. Oui, je vais résister au plaisir de tomber de glisser dans la pente de la glose, hein. Mais la question de ce qu'il y a lieu d'entendre par essence de l'homme est chez Spinoza profondément aphorétique. Ce qui n'empêche pas de parler de nature humaine une et commune à tous. Bon, comment peut-on sortir de tous ces problèmes? En premier lieu, celui que je viens d'énoncer. Quelque chose qu'on ne veut pas penser parce que ça nous paraît trop porteur de risque, et qu'en même temps on ne peut pas ne pas penser. On ne peut pas ne pas le penser, puisqu'il y a toujours quelque chose de cet ordre qui est engagé, fuse de manière implicite dans des travaux de sciences sociales. C'est pas pour rien d'ailleurs que dans l'un de ses derniers livres, Les Méditations pascaliennes, Bourdieu, après avoir soigneusement et longuement évité le problème, finit par y revenir pour dire, à toute chose près, je cite, quelle idée de l'homme se trouve engagée dans son travail sociologique. J'entends bien que quelle idée de l'homme se trouve engagée et nature humaine sont deux idées un peu différentes et qu'on passe peut-être pas aisément de l'une à l'autre. Mais enfin, tout de même, il y a bien une question de cet ordre qui est en train de parler. Et moi, il m'a semblé que Spinoza offrait les moyens de se sortir de ce nexus d'aporie d'une manière qui était très intéressante. Quitte à procéder à une reconstruction, c'est celle à laquelle je me livre en particulier dans l'Hypervue. Mais il m'a semblé que ce qu'on pouvait entendre par cette nature humaine une et commune à tous dont parle Spinoza faisait signe, non pas évidemment en direction d'une essence ou d'une caractérisation complète, fermée, fixée, etc., mais en direction d'un certain nombre de mécanismes passionnels, puisque vous savez que c'est la trame même de la vie chez Spinoza, de la vie humaine, c'est les passions, c'est les affects, qui faisait signe en direction d'un certain nombre de mécanismes passionnels qu'il faut qualifier d'élémentaires. Alors qu'est-ce que ça veut dire des mécanismes passionnels élémentaires? En quoi ça diffère de mécanismes passionnels tout court? Eh bien, les mécanismes passionnels élémentaires, précisément, c'est en quelque sorte, si vous voulez, c'est les atomes de la vie passionnelle tels que, c'est ça qui les qualifie d'élémentaires, tels que on ne peut jamais les observer directement dans la vie, dans la vie concrète. Si vous voulez, des mécanismes élémentaires se définissent par ceci qu'ils n'ont pas de contrepartie empirique directe. Il faudrait que je vous donne des exemples à ce sujet. Par exemple, le mécanisme imitatif chez Spinoza. Alors, il y a la proposition qui donne le mécanisme imitatif est la suivante. Du seul... oh, attendez, laissez que je m'en souviens plus comme ça. Attendez, c'est pas facile. Du seul fait qu'un semblable à nous, pour lequel nous n'éprouvons aucun affect, a été affecté d'une certaine manière, nous sommes par là même affectés d'une manière semblable. Alors là, la clause décisive qui signe le caractère élémentaire du mécanisme énoncé dans cette proposition, c'est « et pour lequel nous n'éprouvons aucun affect ». Nous avons sous les yeux le spectacle d'un homme affecté d'une certaine manière, mais vis-à-vis de cet individu, nous n'éprouvons aucun affect. Alors vous voyez bien que ça fait un énoncé de laboratoire. Ça fait un énoncé de laboratoire, pourquoi? Parce qu'il est rigoureusement impossible dans la vie sociale que nous rencontrions qui que ce soit, même le dernier des inconnus pour nous, sans que nous n'éprouvions quelque affect vis-à-vis de lui. Tout simplement parce que, pour commencer, nous l'identifions comme appartenant à l'espèce humaine et pas comme étant un animal, parce que nous allons le revêtir d'une identification de genre, d'ethnie, de groupe social, etc. Et que ceci, d'entrée de jeu, détermine un certain nombre d'affects qui vont venir moduler le mécanisme imitatif dans une direction ou dans une autre. Et c'est là tout le but si vous voulez, c'est là tout l'enjeu de cette reconstruction de la nature passionnelle comme ensemble, de la nature humaine comme ensemble de mécanismes passionnels élémentaires, si vous voulez,
c'est que ça permet de la redéfinir comme à partir des éléments d'une combinatoire qui n'est pas a priori déterminée. Si bien que, c'est la manière dont je résumais la chose à l'époque, on peut dire qu'il y a une nature humaine mais 1000 manières d'être homme. 1000 manières d'être homme parce que, en effet, 1000 combinatoires, vous avez compris que 1000, hein, ça veut dire l'indéfini, hein, il y a 1000 combinatoires possibles de ces mécanismes passionnels-là qui peuvent réengendrer toutes les réalisations historiquement et géographiquement situées d'une nature humaine fondamentalement sous-déterminée et à laquelle on ne peut rien faire dire en tant que telle. Voilà. C'est ça la grande idée. On ne peut rien lui faire dire à cette nature humaine une et commune à tous en tant que telle. Pour lui faire dire quelque chose, il va falloir lui donner ses déterminations complémentaires à la fois historiques et géographiques. Et en tout état de cause, et là j'en reviens au point, à la critique des anthropologies enchantées sous le rapport de la question de la violence, hein, il apparaît, c'est l'un des points forts de la pensée de Spinoza en cette matière, que l'homme est capable de tout, rigoureusement parlant. C'est-à-dire qu'il est à la fois capable, à la fois les dispositions à la violence sont là présentes dans un certain nombre des mécanismes élémentaires que Spinoza se plaît à peindre, mais tout autant les mécanismes qui sont liés par ce que Spinoza appelle la convenance, c'est-à-dire les mécanismes de la coopération, de l'altruisme, qui sont soutenus par leurs affects spécifiques, etc. Tant et si bien, résume Spinoza, qu'il faut dire de l'homme qu'il est à la fois loup et Dieu pour l'homme. Et les deux anthropologies, si vous voulez, moi j'ai toujours voulu sortir de ce télescopage frontal des anthropologies hémiplégiques, qui me semblait constituer une antinomie absolument ruineuse. Donc à ma droite, l'anthropologie hobbesienne, l'homme est un loup, à ma gauche, une certaine anthropologie libertaire, l'homme est un être fondamentalement coopératif, avec tous les problèmes qui sont enfermés d'ailleurs dans l'idée de coopération. Hein. Mais je veux dire, là, pour le coup, alors c'est pas une synthèse molle, radicale, socialiste. Hein, je veux dire, l'homme, littéralement, est capable des deux. Par conséquent, la question pertinente commence en aval. Et la question pertinente, c'est celle des agencements institutionnels tels qu'ils vont déterminer l'homme à être plus l'un que l'autre, plus loup que Dieu pour l'homme, ou l'inverse, le cas échéant. Dans tout état de cause, ça nous ramène toujours à cette question des institutions, c'est-à-dire des réalisations historiquement et géographiquement situées de la nature humaine sous-déterminée. Donc, mais en tout état de cause, ce qui est certain, c'est que la possibilité de la violence est inscrite dans ces mécanismes élémentaires. Elle est inscrite d'ailleurs de manière si prégnante que Spinoza se laisse aller à des phrases extrêmement catégoriques à ce sujet, hein, qui semblent détruire l'équilibre qu'il a minutieusement établi entre les différentes tendances passionnelles de l'individu humain. Mais pour lui, il est bien certain que la possibilité de la violence, elle est là, et que c'est le grand problème politique. C'est le problème politique par excellence. Voilà. Alors, faire l'impasse là-dessus, ça pour moi, c'est une erreur profonde. Et alors, l'autre grand élément des anthropologies enchantées, c'est le déni de la verticalité. Bon, là, on voit bien hein, à quel point ça nourrit l'illusion d'une vie, de rapports politiques entièrement horizontaux, d'une vie politique qui se concevrait entièrement hors des institutions. Et en particulier, ça pose une question, alors celle-là on va avoir l'occasion d'y revenir tout à l'heure, ça pose une question majuscule qui est celle de ce qu'il faut entendre sous le concept d'État. Bon. Et là, je vais laisser ça de côté pour l'instant. Alors justement, là, j'intéresse parce que c'est exactement la question que je voulais dire. En l'occurrence, que ça change que le plan, etc., ça rebondit parfaitement. Je t'avais dit que je voulais poser une question sur la notion de démocratie. Et puisque tu viens parler effectivement de l'importance de penser les institutions pour penser ce qu'on fait nous, etc. Et la question de la verticalité et de l'État. Alors moi, j'avais été très frappé dans les affects de la politique par le fait que quand tu réfléchis à une critique, notamment de la gouvernementalité néolibérale, ou de la manière dont on est gouverné aujourd'hui, tu mets en avant l'idée d'une séparation, d'une coupure entre gouvernants et gouvernés, et tu t'en prends à l'idée du raisonnement par abstraction, de l'abstraction par laquelle les gouvernants ont accès à la vie des gouvernés, parce que précisément ils sont séparés d'eux. Et tu prends notamment l'exemple de la Commission européenne et du Conseil européen. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le livre ou qui le liront, c'est page 92-93.
Je cite juste une phrase, je dis voilà, la Commission européenne et le Conseil européen sont au lieu de l'abstraction séparante et déréalisante, plus éloignés encore que les gouvernements nationaux et qui s'emmurent dans leur forteresse de statistiques sans avoir la moindre idée de la vie et qui font aux gens. Et puis tu dis donc un peu plus loin de cette coupure passionnelle qu'introduit la construction du gouvernement des abstractions. Il se tire alors une conclusion politique immédiate. La subsidiarité et l'autonomie tendent vers le plus local possible. En est la maxime, puisque le plus local possible est ce qui maximise les chances de la contre-affection des dirigés sur les dirigeants. La localité est ce qui force les dirigeants à être affectés par la vie concrète des gens pour mener des politiques plus émancipatrices. Alors moi je suis très frappé par cette idée-là parce que je le comprends très très bien, mais en même temps je me suis dit que je suis très frappé par le fait que tu n'utilises jamais les abstractions positives, les abstractions démocratiques. Par exemple, l'une des institutions dont tu ne prends pas comme exemple, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme aussi, elle est séparée. Les peuples, elle raisonne par abstraction, elle raisonne par raisonnement, mais précisément par sa séparation avec les peuples, elle est parfois amenée à prendre des arrêts qui condamnent les États pour des politiques racistes ou pour des politiques homophobes, etc. Tu sais, comme tu sais aussi bien que moi, la personne qui est condamnée en France, c'est le préfet de Paris, par la Cour européenne des droits de l'homme, parce qu'il a 192 condamnations pour faire des manœuvres pour empêcher les sans-papiers de demander leur asile, par exemple, d'ailleurs. Mais moi, je me souviens, quand j'avais réfléchi sur le système pénal d'en juger, par exemple, la figure du procureur, comme une figure qui, précisément parce qu'il est séparé des passions spontanées des victimes, peut parfois introduire la rationalité, peut plaider la légitime défense et dire qu'il ne faut pas condamner alors que les victimes disent 20 ans de prison, peut demander des peines un peu inférieures à ce que voudraient les gens. Et donc, on a aussi des traditions qui ont beaucoup réfléchi sur l'abstraction, sur la coupure, entre l'État et les gens, si tu veux, comme un principe démocratique, et comme un principe de rationalité démocratique par rapport aux passions spontanées. Et donc, je me suis demandé, comment est-ce que tu définirais, est-ce qu'on peut penser que la démocratie c'est la coïncidence à soi? Voilà, en gros c'est ça. Et est-ce qu'au contraire, il ne peut pas y avoir une pensée, si on peut penser des institutions qui font régner un monde moins violent, alors est-ce que c'est pas aussi par l'abstraction, par la coupure, qu'elles peuvent parfois fonctionner? Enfin, il y a des textes célèbres de Foucault, par exemple, où il dit Mitterrand était un gouvernement de gauche au début parce qu'il prenait des mesures contre l'opinion majoritaire, la peine de mort, le droit des étrangers, etc. Donc de quelle mesure est-ce que c'est vrai que tendre vers le plus local et démocratique et émancipateur ou pas? Et est-ce qu'on ne pourrait pas aussi qu'est-ce qu'il y a à penser sur cette question de la démocratie, du droit, de la séparation et de l'État, quoi? Je dois dire que quand tu m'as adressé cette question par écrit, et là tu me prends un peu contre dire parce que je l'avais comprise complètement de travers. Je l'avais compris. Quand tu évoquais la possibilité d'une coupure positive, je me suis dit qu'en réalité on n'avait pas le même sens du mot coupure en tête. C'est-à-dire qu'il y a deux sens possibles de la coupure. Il y a la coupure insensibilité et il y a la coupure subsidiarité. On va le dire autrement, il y a la coupure sociologique et il y a la coupure politique. Alors moi, il me semblait que ce à quoi tu aspirais précisément, c'était à la coupure politique. La coupure politique, on pourrait résumer par la formule suivante, il faut que le pouvoir nous lâche. Tu vois, je te prêtais cette idée-là, c'est pas du tout. Alors que moi, dans le livre, je parle de coupure sociologique. Je parle d'une séparation esthétique, au sens étymologique du mot, c'est-à-dire une séparation sensible, une séparation des sensibilités. C'est-à-dire, je fais référence à l'idée que les gouvernants ont, du fait même de leur position particulière dans la société, pas seulement en tant que gouvernant, mais plutôt en tant que ce qu'on appelle visuellement élite sociale. De plus en plus, j'ai envie d'abandonner ce terme, hein, mais bon, c'est pas le sujet là. Les gouvernants ont de plus en plus, du fait de cette position particulière qu'ils occupent dans la société, ont des manières un concept très important chez Spinoza, ont des manières de sentir et de juger qui ne sont pas les mêmes que celles du gros de la population des dirigés, hein, en quelque sorte. Et je fais référence dans le livre à un personnage politique tout à fait particulier dont Spinoza traite dans le traité théologico-politique, qui est Moïse. Et Spinoza dit de Moïse qu'il n'avait pas à calculer, pour cette raison qu'il sentait et jugeait comme son peuple. On pourrait reformuler l'énoncé dans des termes contemporains en disant que le propre de Moïse, c'est qu'il a l'ingenium modal,
Sa complexion est modale. Il sent, il pense et il juge comme la majorité de son peuple. Par conséquent, il n'a pas à calculer, il lui suffit d'éprouver. Oui, il lui suffit d'éprouver. Alors, tel n'est plus le cas des gouvernants, précisément. Ils sentent, ils jugent, ils pensent d'une manière qui est en décalage de plus en plus radical avec ce qu'ils dirigent. Alors, de là, si vous voulez, des désaccords, des désaccords sensibles, hein, qui font connaître toutes leurs conséquences politiques. Privés des manières de sentir et de juger qui sont celles de la majorité de la population, ils abordent le problème politique, le problème du gouvernement, des gouvernés, au travers d'un certain nombre d'abstractions, tendance qui est d'autant plus renforcée par l'éloignement proprement institutionnel, et donc ils saisissent le corps social au travers de ces abstractions qui sont profondément déréalisantes, puisqu'elles viennent se substituer à des perceptions directes de la vie des gouvernés tels qu'ils pourraient les enregistrer s'ils étaient au contact des gouvernés. Mais ce contact, ils l'ont notoirement perdu. Et c'est ça que j'entendais par le gouvernement des abstractions. Alors oui, là du coup, effectivement, je me suis tout à fait trompé sur le sens de ta question, et alors là, je me trouve pris en porte-à-faux, parce que c'est exact, d'une certaine manière, je ne peux que te l'accorder. Oui, il y a des abstractions positives, bien sûr. Il y a des abstractions positives, il y a des abstractions qui peuvent se revendiquer d'un contenu d'universalité supérieure. Alors voilà, c'est par là qu'il faut l'attraper. Il y a des abstractions dont la teneur en universalité ne vaut pas celle d'autres abstractions. Bon. Et alors, si des agencements institutionnels sont suffisamment bien formés pour qu'ils soient pénétrés par ces abstractions-là, alors oui, on a affaire à quelque chose de vertueux. Bon, alors mais le problème, encore une fois, est un problème extrêmement concret. C'est celui de la qualité de ces agencements institutionnels. Bon, alors en tant que tel, rien ne nous en garantit, puisque on sait très bien qu'on peut aussi isoler dans une cour européenne des droits de l'homme, alors dans une cour de justice supérieure, disons, des choses qui sont extrêmement déplaisantes. Je veux dire, le Conseil constitutionnel français, au nom d'abstraction juridique, a défendu des choses qui substantiellement nous sont parfaitement déplaisantes, comme les indemnisations, les grasses indemnisations des propriétaires lorsqu'il s'est agi de nationaliser, ou plus récemment lorsqu'il s'est agi d'inscrire dans l'ensemble des décisions du Conseil des dispositions relatives à la compétitivité des entreprises, etc. etc. Donc il n'y a pas d'énoncé général à délivrer en cette matière. Mais il est exact que la possibilité que tu énonces est réelle. Oui, je ne peux pas dire autrement. Merci beaucoup. On va décélérer un tout petit peu parce que vous avez passé la 5e tout de suite. C'est d'abord un conseil de faire de ta vie, tu ne te balances pas sur ta chaise. Hein. Oui, alors il n'y a aucun effet d'apprentissage. Alors, le premier, ce que vous aurez, parce que je souhaiterais que vous reteniez vraiment du débat qu'on a engagé ici, notamment justement à propos du statut de la représentation politique et de l'abstraction, c'est le fait que Frédéric essaye d'introduire dans les sciences sociales une catégorie dont il nous dit qu'elle est largement absente de ce champ, de ce domaine, c'est la catégorie des affects. On l'a entendu à de nombreuses reprises, et on a entendu aussi à de nombreuses reprises ce que ça engageait dès lors qu'on s'emparait de cette catégorie-là avec des outils d'une philosophie particulière qui a exercé un effet de séduction considérable sur certains auteurs qui avaient la particularité justement d'occuper des positions clivées à l'intérieur du champ intellectuel, à savoir Spinoza. Effectivement, les gens qui recourent à Spinoza, je ne sais pas si vous avez constaté, c'est souvent des singularités. Qui commence Spinoza dans les années 70, c'est Deleuze. Deleuze essaie de se positionner par rapport au marxisme, d'une part, il essaie de se positionner par rapport à une autre grande tradition qui est oppositionnelle au marxisme, qui est le structuralisme. Qui se revendique de Spinoza, c'est Tony Negri, qui essaie de se positionner par rapport à la tradition marxiste, qui est un nouveau.
qui essaie de se positionner par rapport à Spinoza, mais du point de vue à ce moment-là d'une tradition de commentaires, d'ailleurs que tu utilises beaucoup, c'est Macron, qui lui aussi d'ailleurs se positionne par rapport à la tradition marxiste. Donc effectivement, dire que les sciences sociales se soucient peu des affects et les réintroduire par le biais de la philosophie spinoziste, c'est aussi se positionner par rapport à ces deux grandes traditions, le structuralisme d'un côté, pour un structuralisme des affects, c'est le sous-titre que tu donnes de ce livre, et puis le marxisme de l'autre. Alors je voudrais déjà qu'on évoque effectivement la position que tu occupes par rapport à ces deux grandes traditions qui se sont opposées dans les années 70, sachant évidemment que les données, les coordonnées du débat, je vais revenir justement immédiatement après, ont largement changé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'est pas dans le champ intellectuel, dans un affrontement entre la tradition marxiste et la tradition structuraliste, comme on l'était, malheureusement, mais dans les années 60-70. Donc si tu veux bien essayer de nous dire ce que ce recours à Spinoza et à la théorie des affects doit d'un positionnement aussi compliqué par rapport au marxisme, c'est très important, y compris dans le domaine de l'économie, et par rapport à la tradition structuraliste. C'est une des questions que je t'avais posée, mais je la reformule un peu s'agissant du structuralisme. Ah oui, alors il y aurait deux manières de prendre le problème. Peut-être, pardon. Peut-être que la moins fastidieuse serait de raconter comment je suis venu. Voilà, c'est une manière aussi de. C'est une manière très concrète de dire comment on fait des rencontres pour régler quel type de problème. Alors, tu as rappelé qu'en effet, j'ai commencé comme économiste. Alors, je te sais gré, heureusement, d'avoir cité les quadratures de la politique économique, parce que ça me fait. Bon, j'identifie, tu vois, mais un par un les lecteurs de ce livre. Donc, c'est. Chaque fois que j'en trouve un, c'est une fête. Hein. Si. Bon. Alors, donc j'ai commencé en étant économiste de la régulation. Alors, la théorie de la régulation, je ne peux pas supposer que tout le monde ici est économiste hétérodoxe. La théorie de la régulation était une hétérodoxie qui combinait à sa manière des influences assez différentes dans lesquelles on trouvait l'école des annales, Marx, Keynes et Schumpeter. Ça vous paraît faire un mélange bizarre, mais en fait ça se mariait assez bien pourvu qu'on cuisine les ingrédients avec le tour de main qui fout. Et la grande question de la théorie de la régulation, c'était la question marxienne, ça il n'y a pas à dire, c'est la question de l'historicisation du capitalisme. Il n'y a pas le capitalisme au singulier en réalité. Le capitalisme, c'est un peu comme la nature humaine. Voilà. C'est pareil, ça a le même statut théorique. C'est un concept sous-déterminé. C'est un ensemble de rapports sociaux fondamentaux, je disais le mécanisme passionnel élémentaire, pour filer l'analogie. C'est un ensemble de rapports sociaux fondamentaux sous-déterminés qui vont trouver leur pleine détermination au travers des actualisations historiques et géographiques qu'ils connaissent. Donc on a des capitalismes qui varient dans le temps et dans l'espace. Et la grande question de la régulation, c'était comment on passe d'une époque du capitalisme, c'est-à-dire une certaine cohérence du schéma d'accumulation du capital, à une autre. La réponse nominale, conceptuelle, c'était au travers d'un épisode qu'on appelle une crise, une grande crise. Et toute l'idée consistait en ceci que ce qui armature en quelque sorte un schéma d'accumulation du capital pendant une période donnée, c'est un ensemble, c'est une certaine configuration institutionnelle. Il y a des institutions, et ce sont d'ailleurs ces institutions qui donnent leur réalisation, leur actualisation particulière aux rapports sociaux fondamentaux du capitalisme. Et dans une crise, cette configuration institutionnelle atteint sa limite, elle l'atteint d'ailleurs endogènement, elle se défait, et là s'ouvre un processus de tâtonnement où, au terme duquel, une nouvelle configuration institutionnelle va se reconstituer qui va impulser un nouvel élan, une nouvelle séquence de l'accumulation du capital. Exemple. Alors, exemple, le Fordisme. La régulation, effectivement, a commencé au milieu des années 70 et s'est constituée en rupture avec la thèse de l'époque, qui était la crise, ce qu'on appelait la crise, vous voyez, en 1973. C'est la faute à pas de bol, vous comprenez, c'est le PEP, c'est le choc pétrolier, sinon tout irait très bien. Et ça consommait, c'était parfaitement raccord avec l'état de la théorie économique, aussi bien néoclassique que keynésienne d'ailleurs, qui tenait que globalement on était par exemple d'un truc qui s'appelle l'équilibre et que les perturbations venaient toujours du dehors. Voilà. L'idée de la régulation marxiste par excellence, tout à fait dialectique, c'est que non, les perturbations sont la manifestation dialectique des contradictions endogènes au capitalisme. Parce que les rapports sociaux fondamentaux du capitalisme sont profondément contradictoires et que ces contradictions ne sont que temporairement accommodées, régulées, d'où le nom de la théorie. On ne va pas
ça voulait dire la régulation. Donc la question fondamentale, c'était celle de la transition d'une configuration institutionnelle à une autre. C'était ça, comprendre la chose, et comprendre les métamorphoses du capitalisme. Et pour ça, il nous fallait une théorie des institutions. Et pour avoir une théorie des institutions, il nous fallait une théorie d'action. Et les régulationnistes avaient commencé comme des macroéconomistes. Alors, c'était des c'était ça qui était moi qui m'avait séduit quand j'ai commencé l'économie. C'était des macroéconomistes cultivés. On frise l'oxymore. Hein. Et alors, moi, j'ai reçu mon éducation intellectuelle dans ce milieu, avec des gens qui avaient lu et qui incitaient à lire, les historiens, les sociologues, les anthropologues, etc., etc. Alors, faute de théorie de l'institution et des actions, qu'est-ce qu'on faisait dans le pique-nochet, tu vois, à droite, à gauche, alors un petit coup de Bourdieu par-ci, un petit peu mal, mais c'était pas très satisfaisant et finalement on n'avait pas ce qu'il nous fallait. Et puis alors moi, par hasard, évidemment des hasards qui recouvrent des nécessités comme d'habitude, un jour je tombe sur Spinoza. Bon. Et là, c'est une Pentecôte, quoi. Je me dis que c'est extraordinaire, ça fait tout. C'est-à-dire, ça répond à toutes les questions qu'on se pose. Et pourquoi ça y répond? Alors c'est là que je réponds directement à ta question. Parce qu'il y a chez Spinoza, alors il y a différentes branches du spinozisme, hein, comme toujours, qui se chambrent un peu mutuellement, enfin l'une surtout l'autre. Alors il y a ce qu'on pourrait dire, il y a le spinozisme de la joie. Bon, je ne pense pas celui qui a ma préférence, c'est important de vous dire. Et puis il y a un spinozisme qu'on pourrait dire structuraliste, car en effet, tous les gens que tu as cités, c'était des gens qui étaient au contact du marxisme, du structuralisme, etc. Alors, plus Macron que Deleuze et Négri, hein, c'est vrai. Mais Althusser était un structuraliste, Pierre-François Moreau était althussérien, Étienne Balibar, etc., etc. Qu'est-ce qui est très intéressant chez Spinoza? C'est qu'en effet, il y a, pour des raisons dans le détail desquelles je ne peux pas rentrer ici tout de suite, mais il y a de quoi... Si vous voulez, il y a de quoi rejoindre le structuralisme défini de manière beaucoup moins précise que ce que Renan a en tête. Défini non pas au travers d'une certaine liste de caractéristiques théoriques, mais défini très généralement parlant, je dirais, comme une humeur intellectuelle. C'est difficile de qualifier le structuralisme théoriquement, parce qu'il y en a tellement de branches, on n'arrive jamais à passer par tous les points. Alors Deleuze qui était essayé dans l'histoire de la philosophie de Châtelet, ça fait un papier redoutable, qui est extrêmement difficile à suivre, c'est magnifique, mais faut pas pleurer d'huile de coude. Bon, alors moi, pour éviter tous ces problèmes trop compliqués, je me rabatte sur une définition peu ambitieuse du structuralisme, plutôt comme humeur intellectuelle, c'est très fourre-tout, ça permet de mettre ce qu'on veut dedans, disons, autour d'une idée centrale quand même, qui est celle du débord des individus. Voilà, l'individu n'a pas en lui-même les déterminations de sa propre action, de ses propres pensées, etc. Et par conséquent, il est traversé par des forces qui viennent du dehors, et d'un dehors qu'on dira génériquement social, et qui l'emportent, quoi qu'il en soit. Voilà, c'était ça. Bon, et donc voilà l'idée structuraliste, et il y a de quoi chez Spinoza nourrir cette idée du structuralisme, précisément, puisque l'homme est un être dont il n'arrête pas de dire qu'il est exodéterminé. Il est déterminé du dehors. Bon, c'est parfaitement raccord. Bon. Mais en même temps, chez Spinoza, ce qui est formidable, c'est que, alors que Spinoza ne lâche en aucun cas, c'est l'idée d'individualité. Il y a des individualités humaines. Et ça, c'est ça le moyen, si vous voulez, de sortir de cette antinomie que j'énonçais tout à l'heure, l'antinomie des structures et de l'histoire. Pourquoi? Parce que le grand problème du structuralisme althussérien, c'est que c'était un monde minéral. C'était un monde minéral et quasiment inhabité, si ce n'est par des agents qui étaient les simples supports passifs des structures et qui opéraient leur reproduction ad aeternam. Bon. Vous connaissez, je le cite plusieurs fois, mais c'est cruel et en même temps c'est tellement parlant. Ce graffiti qui a été, qu'on a lu sur les murs de la Sorbonne en mai 68, qui était d'un certain point de vue l'événement qui invalidait in concreto, qui invalidait dans la pratique le structuralisme althussérien. Et le graffiti, d'une cruauté terrible, disait Althussera. Bon, c'était bon. Alors, et c'était cruel, et en même temps, c'était pas complètement faux. Alors, le spinozisme, précisément, si vous voulez, vous permet de considérer un monde de structures, mais habité par des pôles individués de puissance. Des pôles de puissance, c'est-à-dire des individus désirants. Et c'est pour ça qu'il y a du mouvement dans les structures. Il y a du mouvement dans les structures parce que les individus désirent et parce qu'ils sont emportés par leurs affects. Et le mouvement dans les structures, c'est la grande composition des affects individuels et collectifs. Donc là, on a
de quoi tenir les deux. On a de quoi tenir à la fois les structures et le principe de leur mouvement par l'action, dans certaines conditions historiques particulières et contingentes, par l'action des pôles individués de puissance suffisamment nombreux et suffisamment coordonnés dans telle ou telle direction. Donc c'est comme ça que j'attrape le problème. Hyper clair. Alors, le problème, c'est effectivement qu'on n'enregistre jamais nos dialogues et que malheureusement on perd des choses. J'en profite justement pour rebondir immédiatement. On vient de délimiter, on a fait l'effort pour délimiter donc, le travail que tu produis par rapport au marxisme d'un côté, au structuralisme de l'autre. Tu as inscrit le marxisme dans les théories de la régulation économique, ce qui est effectivement très important dans la tradition de la macroéconomie française, hétérodoxe, comme tu l'as signalé. Tu as rappelé effectivement tout ce que tu dois aussi à un certain structuralisme, puisque tu signales, tu as fait le choix de bien montrer que pas de structuralisme homogène, contrairement à ce que toute une tradition, la plupart du temps d'ailleurs, adversaire du structuralisme, a essayé de reconstruire historiquement. Il y a un paradoxe en France, c'est que les histoires qui sont rédigées du structuralisme le sont par des personnalistes, notamment par exemple François Doss ou autres, qui disent en gros tous ressemblent un peu, ils sont tous pareils. Non, ils sont effectivement très très différents, ces structuralistes, mais c'est très intéressant que tu positionnes par rapport à une branche particulière du structuralisme. Reste que l'entrée en matière de la société des affects est la suivante, je vous le cite: la société marche au désir et aux affects. Les sciences sociales, qui cherchent les forces motrices, devraient s'intéresser un peu à ça. Le problème est que les sciences sociales ont un problème avec le désir et les affects. Alors la question qui vient immédiatement après pour un lecteur, c'est de dire oui, une fois encore, de nombreuses sciences sociales ont un problème avec les affects. Très certainement, si on devait faire une lecture un peu précise de la théorie marxiste de l'aliénation, on pourrait dire qu'effectivement, elle traite d'un élément qui est celui de l'idéologie, c'est-à-dire de la représentation, mais finalement assez peu de la dimension qui est celle des affects. Idem dans le cas du structuralisme, si on commençait à lire in extenso le structuralisme lévi-straussien, on verrait que ce dont il s'agit, c'est encore de conditions a priori des représentations sociales et d'agir social, mais rarement d'affect. Ça, c'est certain. Donc, les sciences sociales, dans ces deux dimensions contraposées, qui sont celles qui étaient structurantes des années 70, avaient très certainement un problème avec les affects. Mais quid, par exemple, des freudo-marxistes dans les années 30 ? Quid de ceux qui, au contraire, n'arrêtaient pas de nous dire « bah oui, mon problème avec le marxisme, c'est que ça ne fait pas de la dimension d'individuation, qui est celle, justement, des pulsions, de leur expression dans le monde social, qui est celle, justement, des affects, en un sens qui, cette fois-ci, pourrait frôler le sens spinoziste, le sens freudien des pulsions, motions de pulsions. Qu'est-ce que c'est, effectivement, que des stratégies de refoulement ? On pense, par exemple, à l'œuvre de Norbert Elias, qui traite, justement, du processus de civilisation comme un processus de refoulement des pulsions, par exemple. De façon très intéressante pour moi, c'est une tradition par rapport à laquelle tu ne souhaites pas te situer, du moins dans les livres. Alors moi, je voudrais que tu te situes par rapport à elle ici. Alors, oh là là, il y a tellement de choses dans ce que tu as dit, Ronan. Il faut pas que je nous emmène jusqu'à 23h. Oui, tu as raison de me faire cette remarque, c'est-à-dire cette introduction dont tu as lu les premières lignes avait en effet une idée, un regroupement particulier des, entre guillemets, sciences sociales qui était loin d'épuiser la catégorie et qui correspondait en réalité à une configuration historique assez située et peut-être même assez étroitement délimitée, dont d'ailleurs nous étions en train de sortir au moment où j'écrivais. C'est-à-dire, je pense qu'en effet, les sciences sociales, parce que tu vois, les auteurs que tu m'as cités sont des auteurs tout de même assez anciens, oui. Et que les sciences sociales des années 35 ans. Voilà, c'est ça, exactement. Que les sciences sociales des années 60, mais surtout 70, 80, avaient vis-à-vis de la question des affects et du désir un rapport beaucoup plus réticent. Et c'est à celle-là, par un effet de distorsion finalement biographique, parce que c'est là-dedans que j'avais grandi, c'est à celle-là que je pensais surtout.
sachant que le thème, alors non pas des affects, mais des émotions, est en pleine effervescence dans les sciences sociales depuis, on pourrait dire, la fin des années 90. Alors il y a des émotions partout. En sociologie, en histoire, en politique, en anthropologie, et souvent dans des travaux très intéressants, et pour notre malheur, en économie. Bon, alors, voilà, comme d'habitude, mais ça, dès que les économistes touchent à un truc, c'est effrayant, quoi. Ils le salopent, c'est vraiment une... Bon, alors, il y a une économie des émotions qui s'appelle l'économie comportementaliste. Alors, la behavioral economics, le terme n'est pas... Enfin, est porteur de plein de malentendus. Donc, on voit ce bouillonnement théorique autour des émotions en sciences sociales, succédant à une censure dont, là encore, on pouvait trouver qu'elle n'avait pas que des mauvaises raisons. Beaucoup d'auteurs, et je pense quelqu'un comme Bourdieu notamment, il voyait le risque d'une sorte de rechute psychologiste, en quelque sorte, parce que les affects étaient immédiatement compris comme les états d'âme du sujet, tels qu'ils allaient expliquer les actions du sujet, etc. Et qu'on ne sortirait pas de cette sorte d'égologie émotionnelle. Bon. Et c'est pas faux que c'est un risque, c'est évident. Alors, bien sûr, il y a tout ça. Alors moi, j'observe ce paysage, et ce qui me frappe est un sentiment double, c'est un sentiment mêlé. C'est qu'à la fois, c'est très intéressant. Moi, par exemple, je pense aux travaux de Sophie Vanish sur le rôle des émotions dans la Révolution française. Il y a des choses passionnantes là-dedans. Bon. Et en même temps, quand je regarde le paysage de sociologie, sciences politiques, etc., je ne vois nulle part véritablement un concept bien construit des émotions, comme si c'était une sorte d'évidence première, à propos de laquelle on n'a pas à se donner la peine d'un effort de définition ou de conceptualisation quelconque. Alors, c'est pour ça que moi, la ligne spinozienne mais si précieuse, parce que là pour le coup on a un concept d'affect et alors extrêmement bien défini de manière d'ailleurs très contre-intuitive et d'une manière qui évite radicalement la rechute psychologiste et même au contraire qui réinscrit l'affect dans les corps en tout premier. Et là, j'ai un cadre théorique, un cadre conceptuel extrêmement puissant, unifié, et j'essaye de le faire tourner. Et j'essaye de lui faire rendre tout ce qu'il peut. Donc c'est la raison pour laquelle la manière dont je procède est plutôt d'hybridation locale, plutôt que de me reconvertir aux affects façon freudo-marxiste, etc. Mais tu cites Elias, par exemple. Alors, il se trouve que c'est un travail qui n'est pas encore publié, mais évidemment, c'est passionnant l'œuvre d'Elias. Et il y a exactement ce que tu dis, c'est-à-dire cette attention prêtée aux affects comme un opérateur du processus civilisationnel. Et en particulier, alors moi c'est ça qui m'intéresse, parce que par effet d'hystérésis, il me reste quand même en tête parfois des problèmes d'économistes. Comment penser ensemble la dimension passionnelle du comportement humain, comment penser le fait que la condition humaine même se définit en termes passionnels chez Spinoza, et le fait que quand même, de temps en temps, il nous arrive d'être rationnel, de ne pas faire absolument n'importe quoi. Et qu'il y a un domaine, paraît-il, spécialisé, qui s'appelle l'économie, à l'intérieur duquel les gens déploient des opérations particulières, qu'on appelle le calcul. C'est quand même une bonne approximation de rationalité. Alors, là où Elias aide énormément, c'est que précisément, il permet de penser que la rationalité en elle-même est une disposition, elle est un habitus. Il y a une phrase magnifique, c'est une citation plutôt de Bourdieu qui rappelle un propos magnifique de Bergson, qui dit qu'il a fallu des siècles d'histoire pour fabriquer un utilitariste comme M. Stuart Mill. Alors voilà, c'est génial, si vous voulez, ça c'est l'antidote parfait contre les anthropologies du dimanche des économistes néoclassiques. Donc là, il n'y a pas mieux. Et en effet, la rationalité, ça s'acquiert dans des contextes sociaux particuliers, et ça s'acquiert par voie d'affect. C'était ça qui est très intéressant pour moi, c'est qu'il y a un apprentissage passionnel des schèmes rationnels, des schèmes de l'action rationnelle. Bon, alors là, il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Alors maintenant,
J'ai envie de continuer, mais peut-être qu'il ne faut pas. Hein. Si, ah bon, d'accord. Alors j'ai envie de continuer parce que précisément sur la question du marxisme, qui était au début de ta question et à la fin de la question d'avant. Parce que là, précisément, en effet, pour moi, c'est très précieux que quelqu'un que des gens comme Macron, Moreau, Althusser, bien sûr, aient été à la fois des grands spinoziens et des grands marxistes aussi, hein, à leur manière. Précisément parce que là, ça permet de développer une de ces hybridations dont je fais le sens de mon programme de recherche. Il est bien évident que on ne va pas faire tout dire à Spinoza, enfin, ça serait tellement absurde et ridicule. Hein. Donc moi, je conçois mon programme de recherche comme un programme d'hybridation systématique entre l'appareil conceptuel de Spinoza et les grandes intuitions théoriques qui nous sont livrées par les sciences sociales contemporaines. Pas n'importe lesquelles, bien sûr, puisqu'il faut que ces hybridations s'opèrent sous une contrainte de compatibilité théorique minimale, et que tout n'est pas compatible avec tout. Bon. En particulier, la compatibilité avec Spinoza, forcément, elle vous dirige vers cet ensemble structuraliste, marxiste, holiste des sciences sociales, et pas de l'autre côté. Ça va sans dire. Et je trouve là, en particulier, l'occasion de faire travailler ensemble les intuitions théoriques du marxisme et les concepts spinoziens d'une manière qui me semble extrêmement féconde et que je résumerai par la formule suivante, c'est que Spinoza nous offre l'anthropologie manquante de Marx. Voilà, voilà le travail dans lequel j'aimerais m'engager dans les années qui viennent et dont je voudrais vous donner très brièvement quelques aperçus. J'ai développé d'une certaine manière un début de ce programme-là dans un ouvrage qui s'appelle Capitalisme, désir et servitude, où il s'agissait précisément d'articuler la conceptualisation marxienne du salariat avec les termes spinoziens du désir et des affects, précisément parce que ceci me semble offrir un principe de localisation de l'action des structures. Comment les structures agissent-elles sur les agents? C'est une question qui va pas de soi, vous comprenez, sauf à tomber dans la pensée des qualités occultes. Mais comment concrètement des structures œuvrent-elles à cet étage lointain, qui est abstrait, qui est de leur? Comment concrètement œuvrent-elles pour déterminer localement des comportements individuels? Eh bien, le terme manquant, le terme qui fait charnière entre les deux étages, celui des structures et celui des comportements individuels, c'est précisément les termes de désir et d'affect. Et je me livrerai dans cet ouvrage à un déploiement des déterminations passionnelles qui sont au principe de la mise au travail des salariés et que je redéployais dans des régimes historiques successifs, tant et si bien que j'en arrivais à l'idée que un régime, ce que les régulationnistes appellent le régime d'accumulation, c'est-à-dire les structures du capitalisme dans une de ces configurations historiques données, est toujours d'une certaine manière doublé par un régime dual. Le régime des structures économiques est doublé par un régime dual qui est un régime de désir et d'affect. À chaque régime d'accumulation, son régime de désir et d'affect salariaux particulier. Voilà, ça c'était un exemple de travail combiné de Marx et de Spinoza. Un autre exemple possible, alors là qui est à venir, mais que j'ai déjà esquissé d'une certaine manière, c'est la question de la violence, j'y reviens. La question de la violence autour de ce grand problème, alors faut-il le qualifier de marxiste ou de post-marxiste? La question du dépérissement de l'État. En tout cas, la question telle qu'elle est typiquement formulée par Lénine dans l'État et la Révolution, dont vous connaissez le syllogisme central. Hein. C'est toute violence est violence de la lutte des classes, mineur, le communisme et la société sans classe, ergo, conclusion, la société communiste, débarrassée des classes, sera par là même une société sans violence. Et là, il me semble qu'il y a un contresens anthropologique absolument radical. Voilà. Et donc c'est là que l'anthropologie spinozienne vient combler une déficience de ce que cette pensée, disons, post-marxiste, ou disons, la pensée marxiste post-Marx a laissé de côté. Troisième exemple, la question des besoins. C'est un grand thème d'une certaine vulgate marxiste. Il y a les besoins. L'homme est un être de besoins. Et puis ça se convertit dans les discours politiques en il faut répondre aux besoins sociaux, etc. Et moi je pense que le concept de besoin est profondément problématique.
mais vraiment, hein, est profondément problématique et précisément, qu'il loupe quelque chose à caractère anthropologique quant à l'illimité potentielle du désir. Voilà. Et que c'est plutôt dans les coordonnées du désir qu'il faut rapatrier tous ces débats. Et ça, alors je ne vais pas rentrer dans cette discussion-là maintenant, mais alors c'est gros de conséquences politiques tout à fait importantes. Alors, on va commencer à opérer la transition, parce que là, tu viens de nous donner un geste assez génial, des études d'exemple qui vont justement du champ économique vers le champ politique, qui est la trajectoire que tu as toi-même empruntée, en tous les cas la trajectoire spinoziste que tu as toi-même empruntée, puisqu'effectivement, tu as d'abord travaillé à partir de l'intérêt souverain en 2006 sur une application du spinozisme à l'étude du champ économique en tant que tel. Et puis, depuis 4-5 ans, un peu plus même, tu t'es penché directement vers le champ politique. Dans le cadre du champ économique, ce que j'espère que vous aurez retenu, c'est la façon dont tu as réinterprété un phénomène que les psychologues décrivent eux-mêmes comme la secondarité, à savoir le geste empêché, la parole ravalée, ce qu'on appelle l'effet de Zeigarnik parmi les psychologues, que tu as répertorié ou indexé dans l'histoire à partir de Norbert Elias. Qu'est-ce que c'est que la rationalité économique, si ce n'est précisément la capacité qu'on a d'empêcher son propre geste, de ravaler sa propre parole, c'est-à-dire dans une certaine mesure, effectivement, d'atténuer certains types d'affects qui ont des effets qui peuvent être en eux-mêmes dommageables pour l'équilibre économique, ou plus exactement pour le calcul du profit. Tu es ensuite passé vers le champ politique en tant que tel, en tous les cas tu as commencé à esquisser une approche du champ politique. Alors, les questions, on pourrait les formuler de façon polémique ou pas, peu importe, c'est pas très intéressant. De façon polémique, ça pourrait être la chose suivante. Est-ce que finalement, ton orientation dans le champ politique tient au fait que le spinozisme économique c'est fini, c'est-à-dire que tu as épuisé toutes ses virtualités? Ça pourrait être une question. Après tout, tu as effectivement largement travaillé dessus, et la question qui pourrait se poser, c'est effectivement, est-ce que ça ne couvre que les objets sur lesquels tu as travaillé? Par exemple, qu'est-ce que c'est que le salariat dans une économie d'affect? Comment est-ce qu'on peut rendre compte du phénomène du Fordisme, c'est-à-dire de la construction d'un marché intérieur et de son épuisement du point de vue des économies d'affect, etc., pour ne prendre que quelques exemples. Première formulation. Et d'autre part, autre formulation qui serait moins polémique en tant que telle, est-ce que ton orientation vers le champ politique, elle tient à ton engagement politique en tant que tel, ton engagement politique que tout le monde connaît, hein. On sait que tu as participé à peu près à tous les mouvements sociaux qui se sont succédés depuis les années 90, hein, pour être très honnête, et très activement au tout dernier. Autrement dit, est-ce que ce choix-là, c'est aussi un choix de commencer non pas à représenter un mouvement social en tant que tel, mais éventuellement articuler un certain nombre de mouvements sociaux? Alors évidemment, la réponse peut être double, ça peut être oui ou deux. Enfin, bingo. Alors, est-ce que le spinozisme économique est à sec et il n'a plus de problème qui pourrait le relancer? Évidemment non, il en reste plein même, hein, plein. Je pense à deux en particulier, moi qui me travaillent beaucoup. Mais alors, je comprends. Et c'est une large partie de la réponse, hein, c'est que je suis un peu boulimique, j'ai envie de tout, mais je suis seul à faire tourner ma petite épicerie. Donc, tu vois, je cours partout, et donc je délaisse un truc, j'en prends un autre, je reviens au premier, etc. Sur le spinozisme économique, il y a deux questions, moi, qui me passionnent absolument, parce que je les raccorde directement à la pensée d'une perspective post-capitaliste, et de ce qui peut y faire obstacle, précisément. C'est la question, ça va vous paraître d'une trivialité confondante, hein, mais je suis désolé, c'est une trivialité profonde. C'est la question de la consommation, c'est-à-dire de l'imaginaire de la marchandise. Quand on fait le point de ce par quoi, c'est quoi les voies de sortie du capitalisme? C'est quoi les points faibles? Par où, là où on peut faire levier, là où on peut enfoncer un coin, et au contraire, où est-ce que c'est que ça résiste? C'est ça, hein, c'est ça la question. Moi, il m'a semblé que dans la configuration, alors je vais parler en termes un peu à la con, mais dans la configuration anthropologique qu'on peut appeler l'individualisme, évidemment, il y a des points qui sont des ressources extrêmement puissantes pour le capitalisme, et il y a des points qu'on peut retourner contre lui. Alors les points qu'on peut retourner contre lui, ils ont à voir avec
la manière dont, affectivement, les gens éprouvent leur vie au travail. Et c'est plutôt des conditions assez attristantes par les temps qui courent. On pourrait souligner en termes spinozistes châtiés le fait que, dans son état actuel, le capitalisme néolibéral fait vivre aux gens une vie de merde. Bon, vous voyez, mais en même temps, c'est vrai, hein, d'abord c'est vrai, et c'est rethéorisable en termes passionnels. Bon, et là, il y a quelque chose, à mon avis, il y a quelque chose de très puissant, c'est-à-dire, c'est un point que Spinoza met, c'est curieux parce que ça vient de manière assez fugace dans l'œuvre, alors qu'en fait, ça a une importance très très grande. Je parle dans son œuvre politique, hein, dans ses traités politiques. Et on doit à quelqu'un comme Laurent Boff, extraordinaire commentateur de Spinoza, alors vis-à-vis de qui je me reconnais une dette immense, hein, comme vis-à-vis de Macron, etc., ou Pierre-François Moreau. Bon. Mais c'est Laurent Boff qui a souligné la chose, qui à mon avis est si importante, où Spinoza dit, mais à deux reprises, ça passe comme ça en un éclair, il dit, les hommes ne veulent pas être dirigés par leurs égaux. Alors ça a l'air de rien, c'est comme un truc de, vous voyez, une espèce d'évidence de conversation détendue, etc. Mais il y a, en même temps, ça détermine, pour rendre le pouvoir légitime, il faut créer une forme ou une autre d'inégalité symbolique. Alors, par le droit divin d'un côté, par la compétence sanctionnée par les diplômes dans d'autres sociétés, etc., etc. Mais, alors, au fur et à mesure qu'on s'aperçoit que les dites élites sont des baltringues, oui, ça forcément, il faut dire aussi, vous voyez, le sentiment de la supériorité ou de l'inégalité est friable. Hein, donc, et ça, c'est un truc qui peut déstabiliser les institutions quelles qu'elles soient, politiques, enfin, le pouvoir politique, économique, etc. Alors, la vie au travail étant une vie notoirement conduite sous des rapports de subordination hiérarchique, là, il y a quelque chose qui fait offense à ce sentiment individualiste et à ce désir de ne pas être dirigé par des égaux. Donc là, il y a un vrai point archimédien, hein, contre le capitalisme lui-même. Alors, là où ça résiste, c'est de l'autre côté. C'est du côté des attachements passionnels à la marchandise. Alors là, bon, moi je suis obligé de le dire, hein, je perçois ces choses parce que je les vois à l'œuvre en moi. Vous voyez, j'ai un téléphone portable, mais comme sans doute, oui, ben oui. Bon, alors il est cassé, mais j'ai une voiture, j'ai une télévision à écran plat, etc. Et ça me ferait chier qu'on me les prenne, quoi. Je vous assure. Bon, alors. Donc je dis ça, mais par exemple, si le nouveau téléphone, quand le mien sera tombé en miettes, j'en prendrai un beau moderne, etc. Bon, alors, cette aliénation à la marchandise, c'est une force extrêmement puissante du capitalisme et il faut la penser comme telle. Et la penser comme telle, c'est évidemment penser corrélativement les moyens de nous en désintoxiquer. Bon. Il y a un deuxième élément que je voudrais penser, alors là, qui m'intéresse plus encore, c'est la question de l'esthétique du capitalisme. Il me semble que là, le capitalisme nous tient, mais alors d'une manière que... Alors, donc pour ma part, j'ai mis beaucoup de temps à m'apercevoir. Il nous tient par un certain régime du beau, de choses qui nous fait trouver belles, contre d'autres qui nous fait trouver moches. Alors oui, alors c'est l'esthétique des objets marchands eux-mêmes, l'esthétique architecturale, l'esthétique du design, qui nous fait dire spontanément, sans même qu'on y pense, ah oui, ces choses-là sont belles, ces objets sont beaux, ce lieu est architecturalement beau, etc. Et alors moi j'ai pris conscience de ça, vous allez voir, c'est à pleurer ce que je vais vous raconter, je le dis quand même, j'ai pris conscience de ça en allant à la fin des années 90, donc pas trop longtemps après la transition, en Russie, où mon premier réflexe vous voyez, d'homo-occidentaliste totalement pénétré, sans même que je m'en rende compte par les chaînes de l'esthétique capitaliste, m'ont fait dire spontanément, c'est moche. Vous voyez, alors après, il faut, éventuellement, vous pouvez requalifier le moche soviétique en beau, mais moyennant quand même un travail esthétique, etc. Ce qui est tout à fait possible, hein, d'ailleurs. On peut trouver tout à fait beau ou Trabant, ou un arrêt de bus, vous voyez, un arrêt de bus... oui, objectivement, bon, voilà. Donc, si vous voulez, le capitalisme, me semble-t-il, ne nous fait pas seulement désirer des marchandises, il nous apprend de manière extrêmement insidieuse à les trouver belles. Voilà. Et il nous tient aussi par ça. Donc moi, ce dont je serais preneur, alors je ne sais pas si vous avez des idées, mais ça serait de quelque chose qui serait
brainstorm, j'ai cherché un peu, et j'ai rien trouvé de tel. J'ai trouvé des travaux universitaires sur le design qui n'étaient que des ratifications savantes des discours ordinaires de designers qui fabriquent des coques d'iPhone. Voilà. Donc, évidemment, c'était pas très satisfaisant. Et là aussi, ça, c'est un attachement passionnel esthétique, et qui est à penser dans la résistance que nous offre le capitalisme à son dépassement. Alors, de fait, c'est ça parce que moi j'ai fait mon cours cette année à Service sur Marcuse, et dans les des civilisations, il parle du fait qu'il y a un rapport entre le capitalisme et le goût pour les sens abstraits. C'est-à-dire pour l'art, on valorise la vue, on valorise l'écoute, par rapport à la dégradation des sens concrets comme le toucher ou l'odeur, etc. Et il se dit c'est peut-être lié au capitalisme qui veut séparer les gens, je crois que c'est mais qui veut séparer les gens plutôt que les rassembler, que ce serait qu'un art qui serait un art où on se toucherait, où on se sentirait, etc. Et on éleverait comme esthétique des plaisirs du corps. Alors c'est pas censé, moi je vais t'interroger, c'est un peu plus comment dire, un peu plus compliqué pour moi, c'est ça revient à la question c'était sur Marx justement, c'est sur la question d'un langage que tu utilises beaucoup quand même, qui est le langage du corps politique. Et qui renvoie avec l'interrogation qui était souvent faite sur la question de la nation, et puisque tu as parlé de Marx, la question de l'internationalisme. Et qu'est-ce que c'est qu'être de gauche dans son rapport à la catégorie nationale et à la catégorie internationale. Et moi, je vais te poser deux questions. Après, j'en avais une troisième sur la question affect et économie, mais peut-être que ça, c'est peut-être la question qui me tient le plus à cœur. Je sais bien la formuler parce que je ne suis pas très doué à l'oral. Mais ce que j'aurais essayé de dire, c'est d'une part, j'ai été très frappé que dans les affects de la politique, notamment, tu utilises beaucoup la notion de corps politique au singulier. Où tu peux même utiliser parfois l'affect commun. C'est notamment les pages page 147, 148, les ambivalences de l'affect commun. Tu parles du corps social. Tu parles par exemple du terrorisme. Et tu dis l'affect de terreur, c'est un affect qui peut être utilisé par les États pour assouvir, pour calmer un peu les autres affects, pour gouverner, quoi. Et tu dis une phrase comme ça, c'est que l'affect commun de terreur, donc c'est au singulier, écrase tous les autres affects de rang inférieur, investit dans la conflictualité ordinaire du monde social et soude le corps collectif d'un bloc autour de l'État. Tout le paysage passionnel de la cité, donc au singulier, trouve d'un coup arasé et recouvert par l'unique affect de la crainte commune et de l'impatience de venger quelques dommages subis en commun. Alors, c'est une phrase qui est, pour moi, très révélatrice et très compliquée. Et je vais essayer de le dire de manière très simple, en essayant de le faire comprendre. Parce que je suis d'une part, cette phrase, elle est fausse. Parce que, si tu réfléchis par rapport au terrorisme, bien sûr, on était sans doute très très nombreux à avoir été obligés. Mais il y a plein de gens, peut-être 10 000, qui ont été très heureux des attentats en France. Et qui sont aussi conséquents. Et qui ont été nés en France, et qui sont, Saddam Hussein, il est français, il a participé aux attentats, il y a peut-être 10 000 personnes qui ont célébré les attentats du 13 novembre ou les attentats antisémites de Charlie Hebdo. Donc ils font partie de la cité. Alors, de ce point de vue-là, dire qu'il y a un affect commun de peur par le terrorisme, c'est produire une abstraction qui exclut ces gens de la cité et qui prend pas en compte le fait que c'est un corps fondamentalement divisé, et donc ça interroge l'idée de corps commun, l'idée de corps social, donc l'idée de nation. Donc ça, c'est une première chose, c'est de quelle manière est-ce que ce langage-là n'est pas en fait une conséquence de découpage administratif en fait, de l'État, c'est-à-dire une pensée d'État de ce point de vue-là, et qui abstrait en plus par rapport à des découpages administratifs certaines personnes de ce truc comme étant le corps collectif, et qui en exclut certains. Même si on ne les aime pas, hein, c'est pas loin, on est d'accord avec ça. Ce qui me fait dire une deuxième chose, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas une tension interne qu'on pourrait marquer entre la logique de l'affect et la logique du commun? Parce qu'après tout, ce qui est propre aux affects, c'est qu'ils divisent. Moi, je vais travailler par hier ce qui s'est passé hier avec la communication de la peine de Chelsea Manning. Alors, ça a été, quand Obama a annoncé qu'il allait commuer la peine et qu'elle allait sortir en mai, ça a été vraiment, dans l'espace mondial, un affect de joie pour des centaines de milliers, des millions de gens. Ça a été célébré, comme j'ai rarement vu quelque chose de célébré sur Facebook, sur Twitter, peut-être pas dans la rue, mais peut-être dans certains pays quand même, et c'est une rue virtuelle, après tout, Twitter ou Facebook. Ça a produit un affect très puissant international,
où tu avais Snowden, où tu avais Jacob Appelbaum, tu avais Sarah Heston, tu avais moi, tu avais Ronan, tu avais Sylvie, etc., qui communiaient dans cet affect de joie. Et puis tu avais des militaires, des hommes d'État, des balances, etc., qui étaient furieux. Et donc là, tu avais un affect international qui s'était constitué contre une autre internationale haineuse. Et donc, cette logique de l'affect-là, elle n'est pas du tout nationale. Et moi, je sais que quand j'étais mon licence, j'ai beaucoup dire qu'au fond, je me sens plus proche de Snowden que de mon père, par exemple. Je me sens plus proche de Sarah Harrison que de Christine Boutin. Alors, je pense que je réagis beaucoup plus à tous les événements du monde comme Snowden que comme ma mère. Alors, de ce point de vue-là, ça veut dire, est-ce que la logique de l'affect, à laquelle je crois vraiment énormément, elle n'est pas en tension totale avec l'idée d'un corps collectif, et de quelle manière est-ce que on pourrait te reprocher de faire du nationalisme épistémologique et politique qui est en tension avec ce que tu fais, et peut-être que la réconciliation entre Spinoza et Marx que tu annonces ce matin est peut-être une manière de t'orienter vers un internationalisme des affects. Alors, on pourrait me reprocher ça que si on n'a pas très bien. Non, c'est pas à toi que s'adressait la remarque, en l'occurrence, car finalement, je peux souscrire à tout ce que tu as dit, sans la moindre difficulté, et sans avoir le moins du monde de sentiment de me mettre en porte-à-faux avec moi-même. Alors, comme tu l'as bien remarqué, il y a dans les usages du terme d'affect commun dans le livre des affects de la politique, il y a quelque chose qui est implicitement approximatif. Ce sont des énoncés qui ont un caractère d'approximation. Pour une raison simple d'ailleurs, c'est que, et que peut-être je le dis dans ce livre-là, ou en tout cas je le dis dans le précédent, c'est que aucune institution humaine n'a jamais fait nulle part l'unanimité. Voilà. Donc si on comprend l'affect commun au pied de la lettre comme une espèce d'unanimité sans reste de la totalité de la communauté humaine considérée, la réponse est non, ceci n'a jamais existé. Et même les institutions les plus fondamentales, la langue, on va dire tout le monde, non, la langue a ses aphasiques, elle a ses patoisants, donc elle a ses résistants à elle, ses insoumis. L'insoumis, bon, chez Spinoza, en latin, c'est contumax. C'est une figure importante, contumax, chez Spinoza. La monnaie, mais la monnaie aussi a ses dissidents, je veux dire. Il y a des enclaves de pratiques monétaires alternatives, il y a des gens qui s'efforcent d'utiliser aussi peu que possible la monnaie officielle. Peut-être y en a-t-il, ça m'étonnerait, qui réussissent à ne l'utiliser pas du tout, etc. Quant à l'État, oui, bien sûr, on le sait que l'État a ses insoumis. Alors, ses vrais insoumis, ses ennemis. Parce que, alors voilà, c'est ça aussi. En même temps, on peut aussi accorder une certaine lecture littérale de l'affect commun, puisque si évidemment, ça, nous sommes bien placés sans doute ici pour le savoir, il y avait des manières extrêmement variées depuis la communion totalement acritique jusqu'à la joie mauvaise, en passant par des degrés intermédiaires, vous voyez, d'affliction mêlée de critique, etc., de réagir aux attaques terroristes. Ça, on le sait bien. Et on sait bien que ça n'a produit, littéralement parlant, aucune unanimité. Aucun phénomène social ne s'est jamais pensé sous la catégorie d'unanimité. Ceci évidemment est tout à fait absurde. Et pour autant, comme tu disais d'ailleurs toi-même, oui, ça l'appelle ça, il est aussi français que nous tous ici. Voilà, c'est un fait, et ça on ne peut pas l'ignorer, on ne peut pas faire contre ce fait, etc. Bon, alors, vous voyez, en même temps, donc lui, alors c'est clair qu'il n'était pas dans notre affect commun, voilà, nous étant je ne sais pas qui d'ailleurs, mais il n'était pas, et pour autant, il est toujours parti au corps politique qui s'appelle le pays France, voilà. Il est toujours parti à ce corps politique là, parce que ne plus à part ce qui veut bien dire que malgré tout, il y a quand même quelque chose de commun entre lui et nous. Ça,
Ça, c'est sûr et certain. Parce que se soustraire, si on prend les choses sérieusement, hein, se soustraire à l'affect commun politique national, ça veut dire, ou stato-national, ça veut dire deux choses. Ça ne veut pas dire, vous voyez, deux choses qui sont beaucoup plus exigeantes que de temps en temps se reconnaître dans une sympathie affective avec des gens qui n'appartiennent pas du tout au corps politique. Ce qui n'a jamais... Je vais faire la parenthèse tout de suite, il faut que je la fasse. C'est Alexandre Macron qui traite de cette question, qui en traite en des termes extrêmement éclairants et qui dit la chose suivante. Un corps politique se pense comme un certain rapport sous lequel se composent ses parties constituantes, c'est-à-dire en l'occurrence les individus qui lui appartiennent. Bon, mais le fait que la partie extensive que je suis soit saisie sous ce rapport constitutif du corps politique stato-national ne contredit absolument pas le fait que je sois saisi par de tout autres affects qui n'ont rien à voir avec l'affect stato-national, ni même que ne contredit encore moins le fait que je sois saisi par d'autres rapports constitutifs d'autres corps politiques, éventuellement d'une autre nature. Par exemple, je peux me reconnaître comme français et appartenant à cet autre corps politique, ou politique est à comprendre là tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Hein. Je peux me reconnaître à la fois comme appartenant au corps politique français et au corps politique des catholiques, ou des musulmans, etc. Et ça, c'est d'autres corps politiques dont les frontières ne correspondent absolument pas aux découpages stato-nationaux. Et pourtant, je peux très bien appartenir à ces deux corps politiques hétérogènes. Mais même mieux, je peux appartenir simultanément à deux corps politiques homogènes, du même genre. C'est très simple, je peux être binational, je peux avoir deux passeports. Donc ceci ne pose en soi rigoureusement aucun problème. Donc il faut bien voir que cette théorie de l'affect commun ne doit pas être lue, comme elle l'a souvent été, comme une espèce, si vous voulez, une espèce d'appartenance unanimitaire, écrasante, sans reste, parfaitement homogénéisante, incompatible avec quelconque rapport passionnel d'une autre nature, etc. Ça n'est absolument pas le cas. Et en même temps, il y a bien quelque chose quand même comme un affect commun stato-national qu'on saisit, si vous voulez, à contrario, en interrogeant ce qui irait de s'y soustraire. Parce qu'on se soustrait à l'affect commun stato-national de deux manières, et deux seulement. Hein. La première en se faisant ennemi de l'État. Ah, ça arrive hein, des fois. D'ailleurs, ça peut, quand c'est collectif, ça s'appelle la guerre civile. Ou en se faisant émigrant. C'est-à-dire, ce territoire-là, pour moi, c'est plus possible de l'occuper. J'en veux plus. Je m'en vais. Enfin, si ça s'est connu abondamment dans l'histoire, hein, des gens qui ne peuvent plus appartenir à ce corps politique-là, ça leur est odieux. Alors ils partent. Mais ça, vous voyez, c'est physique. Bon. Alors, en tout état de cause, ce qu'il faut bien comprendre, c'est vraiment le point précédent, hein, c'est qu'il n'y a rien d'écrasant, d'homogénéisant dans la pensée de l'affect commun chez Spinoza, et que les appartenances peuvent être absolument multiples, empilées, enchevêtrées, et ceci sans qu'il y ait la moindre contradiction. Par conséquent, moi, pour répondre à la fin de ta question, je dirais la chose suivante. L'un des articles de foi de ces anthropologies enchantées auxquelles je m'oppose, c'est celui qui considère que le genre humain unifié constitue une forme politique possible, ce que je ne crois pas. Je ne le crois pas. J'entends forme politique alors dans un sens exigeant un minimum. Je pense que l'humanité est vouée à demeurer découpée en ensembles finis distincts. Alors, vous voyez, ceci ne présuppose rien quant à, d'une part, le découpage, d'autre part, les modalités de la coupure, qui peut être poreuse, hermétique, etc. Et troisièmement, je vous dis, bon, bah, c'est pas grave, hein, voilà. Donc, ça, si vous voulez, c'est ça. Les ensembles finis distincts, ça, et puis alors surtout, alors évidemment, sujet à aucune clause de fixité du découpage. Bon, ça, on sait bien, hein. L'histoire nous a abondamment montré qu'on fasse des peuples de peuples. Alors, c'est une configuration historique extrêmement connue, qui a marqué d'ailleurs toute l'histoire de ce qu'on appelle les nations européennes présentes. Hein. C'est des agglomérats de peuples, enfin toutes.
Alors moi, ce contre quoi je m'oppose, alors en particulier, c'est un discours lénifiant de la construction européenne, dont la forme la plus bête, à mon avis, est due à Habermas, ou à des gens comme Ulrich Beck, qui ont soutenu que la construction européenne représentait un dépassement de l'État-nation. Je trouve ça une bêtise à faire peur, hein, je suis désolé. Et ma comparaison est toujours la même. C'est comme si, au milieu du XIXe siècle, les Bavarois, les Palatins, les Rhénans, les Luxembourgeois, etc., s'étaient gargarisés en faisant l'Allemagne de dépasser le principe des États-nations. Vous voyez, c'est absurde, enfin, c'est complètement absurde. La construction européenne n'est pas autre chose que le redéploiement du principe stato-national à une échelle étendue. Alors, moi, je n'abandonne absolument pas la perspective internationaliste, bien au contraire. Simplement, j'essaye de lui donner une consistance que j'appelle réelle, plutôt que fantasmée, plutôt qu'imaginaire. Alors, je ne vais pas rentrer dans ce détail, mais là aussi, s'il fallait résumer la chose d'une seule formule, je dirais ceci. L'internationalisme réel, ça commence avec la récusation catégorique de la formule, pour le coup, nationaliste par excellence, qui est right or wrong, my country. Qui est wrong, my country, déconne, et je ne priverai pas de le dire. Voilà, c'est ça. Donc ça commence par là. Évidemment, ça se poursuit de plein d'autres manières. Mais il y a plein de façons de penser un internationalisme qui ne présuppose pas, ou qui ne passe pas par l'abolition du principe stato-national conceptuellement compris. Parce que là encore, c'est ça, tout l'effort d'Imperium, si vous voulez, c'est ça aussi. Quand même, je tiens à le dire 2 secondes. Il s'agit de remonter à un concept tout à fait général du stato-national qu'on rabat à tort, quand on lit le livre de Travers, sur ceux que nous avons sous le nez et qui portent l'étiquette État-nation. Et donc je dis que ça n'est qu'une des formes historiques particulières réalisant le concept dans toute sa généralité. Et moi j'essaye de remonter au concept général. Vous voyez, si c'est pour me dire que les États-nations européens sont de création historique récente et qui ne constituent pas le dernier mot de l'histoire de l'humanité, je vous remercie, mais je m'en étais aperçu tout seul. Je sais ça aussi bien que tout le monde. Donc, et ça ne me pose rigoureusement aucun problème, vous voyez. Donc, alors, c'est ça. À chaque fois, mon effort, c'est de dépasser la pensée de l'État tout court. C'est-à-dire l'État présent. Voilà, je veux dire, bah oui, bon, bah, l'État moderne bourgeois, oui, il existe depuis 150 ou 200 ans, comptez comme vous voulez, et puis bah, cette forme-là, cette forme historique particulière du groupement politique, elle disparaîtra. Parce que toute chose née de l'histoire disparaît par l'histoire. Voilà, c'est pas une prédiction, vous voyez, c'est pas une prédiction très spectaculaire que je suis en train de vous faire. Parce que ça, c'est une question plutôt encore plus sur la pratique politique. Alors, je ne l'ai pas posé par écrit. Alors, si tu peux dire, j'ai pas de réponse. Ah bah, si j'en ai pas, je te le dirai. Voilà. C'est là aussi sur la tension qu'on pourrait faire entre la logique de la fête et la concentration sur les questions économiques et libérales. Et l'action néolibérale, etc. Parce que le fait, avec les questions de Renan, ce dont tu as parlé, du marxisme, du capitalisme, de l'imaginaire libéral, la marchandise, etc. Dans l'aspect de la politique, ce que je trouve vraiment très important, c'est la question de essayer de faire bouger un corps pour dire de la sédition. Clairement, il s'agit bien de se poser la question comment on va faire pour que ça pète. Et qu'on va essayer d'activer des affects séditieux chez les gens, si on veut dire comme ça. Bon. Mais alors justement, je me suis posé la question, est-ce que cette réflexion-là ne doit pas nous amener à potentialiser l'idée selon laquelle l'économie serait peut-être pas le centre de la possibilité de faire sédition et de poser des questions massives. Après tout, je me suis dit, qu'est-ce que c'est ce qui émeut les gens? Si on dit les gens, hein, c'est une catégorie qui ne pas du tout. Hein, okay, mais si tu réfléchis par rapport aux grands mouvements, aux mouvements qu'il y a eu, bon, ces dernières années, par exemple, les mouvements où il y a eu plus de monde dans la rue, ça a été un petit pour tous. C'est-à-dire que la question du mariage gay qui a produit des affects alors tristes, des affects de colère, des affects de répugnance, mais qui a mis des millions de gens dans la rue, en l'occurrence, donc il n'était pas une question économique. Si tu penses par exemple à la question des émeutes de 2005,
Là aussi, c'est la question dans les banlieues, chez les Noirs et les Arabes notamment, de l'arrestation, de la police, de la question de circulation dans l'espace public, qui a produit là, des affects de colère, des affects de révolte. On est plutôt pour les accompagner, en tout cas moi. Donc, mais ce soit aussi, je pense, très bien. Et donc, bon, moi j'ai beaucoup parlé de la Traoré, etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est, est-ce que dans ce qui produit de la colère, ce que tu appelles dans les seuils critiques, il y a des moments où les gens voient l'inacceptable et se disent qu'il y a une indignation là où il y a, est-ce que le basculement ne s'opère pas de plus en plus sur des sujets non économiques, ou en tout cas pourrait l'être, et que la question, je sais pas, la policière, la question du genre, la question, j'en sais rien, moi je réfléchis comme ça, et est-ce que la question des, si on veut se produire des affects séditieux aujourd'hui, est-ce que précisément se concentrer sur des choses qui n'auraient pas forcément un rapport au capitalisme ou à l'oligarchisme pourrait être largement aussi important? Et il me semble que toi, tu abordes moins ces sujets-là, en tout cas dans ce dont tu as ton projet de recherche-là, que tu veux développer. Et donc, voilà, est-ce qu'il y a comme tension entre une forme de concentration sur la question du capitalisme et une problématique de l'affect séditieux? Est-ce que je suis capitalotropique? C'est pas impossible, mais là, je plaide la déformation professionnelle. J'ai pas de réponse de principe, de anti-généralité à la chose, parce qu'après tout, la configuration que tu évoques, pourquoi ce serait pas possible? Bien sûr, on peut très bien imaginer un affect collectif d'indignation qui naisse à propos d'un enjeu qui n'est rien d'économique. C'est tout à fait concevable en principe. Donc, si tu veux, là, il y a le juge de paix, c'est les conjonctures particulières. Hein. Alors après, la question que tu me poses, j'en vois bien le prolongement pratique. C'est-à-dire, dans la situation qui est la nôtre, si on en fait l'analyse, si on se donne le paysage passionnel de notre époque, là, de notre conjoncture, où est-ce qu'il serait le plus judicieux d'appuyer pour que ça déclenche? Alors, mais ça, je ne sais pas, tu comprends, parce que je suis un pauvre universitaire, hein, donc j'ai pas d'idée. Et d'ailleurs, tu vois, c'est un vrai savoir pratique, ça. C'est où sont les points sensibles? Où sont les points sensibles dans la structure sociale? Et moi, j'en ai pas la moindre idée, parce que je dois être un mauvais sociologue, ou je ne sais même pas s'il serait au pouvoir d'un bon sociologue de dire quoi que ce soit d'intéressant là-dessus. Hein. Enfin, si, après, faut pas l'exclure, pourquoi pas. Mais, je sais pas, alors, moi, si tu veux, mon capitalotropisme, il vient de ce que... s'il y a bien une chose dont on soit assuré, c'est que la condition salariale concerne des très grands nombres. Et qu'un renversement de régime ou bousculer un ordre social, ça se fait par le grand nombre. Voilà. Et que là, le gisement des grands nombres, il est presque assuré. Donc, tu vois, c'est une intuition extrêmement grossière, mais qui n'exclut absolument aucune autre hypothèse. Si jamais elle vient à se présenter, je serai le premier à sauter dessus. Après tout, est-ce que tout le monde déteste la police? Ouais, oui. Oui. Mais alors, empiriquement, je ne sais pas si cet énoncé-là tiendrait le choc, mais après tout, on ne sait pas. Il y a peut-être un moment, parce qu'on sait aussi, hein, les attachements passionnels à la police, alors on sait bien qu'il y a des secteurs de la société pour qui ces choses-là ne sont pas un vain mot. Mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'il existe certainement quelque part un point d'abus policier qui fait que ça pourrait se renverser et que ça pourrait potentialiser, oui, une situation de crise bien plus générale. Parce que là, il faudrait en revenir aux travaux anciens, hein, déjà de Michel Dobry sur les crises politiques, qui étaient très intéressants, ça date du milieu des années 80. Bon, alors, qu'est-ce que c'est qu'une crise politique pour Michel Dobry? C'est un moment de coalescence. C'est un moment de désectorisation des luttes. Alors, la désectorisation des luttes, ça se fait nécessairement au prix d'une certaine dose de malentendu. C'est-à-dire que des gens très divers, avec des enjeux qui leur sont propres, se retrouvent convergés dans une conjoncture précisément qu'on peut qualifier de critique, pour fournir un effort concurrent qui va peut-être renverser l'ordre institutionnel. Alors, c'est au lendemain du renversement, si les choses se produisent, que le malentendu risque de se dissiper et que les forces de divergence risquent de réapparaître. C'est toujours ça
passionnantes parce que c'est des questions concrètes. C'est des questions concrètes. Donc ça demande un art de l'appréciation des conjonctures. Ben, vous savez, hein, c'est ça qui faisait les grands révolutionnaires, en réalité. Pourquoi est-ce que des gens comme, des gens comme Lénine ou Trotsky étaient des gens hors du commun? Pour moi, c'est vraiment, quoi qu'on pense du léninisme ou du trotskisme, je vous laisse à vos appréciations personnelles, mais en tout cas, là, on avait des gens qui étaient à la fois de très grands intellectuels et des stratèges au sens le plus profond du terme. C'est-à-dire des gens qui savent apprécier une conjoncture. Alors bon, c'est machiavélien, ça, comme qualité. C'est très bien, on a commencé par les crises, en particulier les crises économiques, on finit par les crises à nouveau. Il y a la formule de Marcel Mauss qui dit les crises, c'est comme de la gelée de veau qui fond. C'est un peu le même principe, hein. C'est pas ça l'état solide à l'état liquide. C'est pas une métaphore très entraînante. Non. Et pourtant la galantine qui part en flaque. Je donne la parole à la salle pour le dernier quart d'heure. Évidemment, il peut y avoir 130 questions, vous imaginez. Mais si vous souhaitez des compléments, des remarques, on a essayé de dresser un panorama, disons, non pas exhaustif, bien sûr, mais j'espère pour vous stimulant de ce qui anime le travail de Frédéric. C'est une invitation, comme toujours chez nous, le principe de séminaire, c'est une invitation à lire aussi, à redécouvrir ou à relire. Donc si vous partez avec l'envie de lire, c'est gagné, et puis ça fera des droits d'auteur. Donc si vous avez effectivement, si vous souhaitez un complément ou autre, oui, monsieur. Parlez très fort par contre. Je voulais revenir justement sur ce qu'on avait dit, parce que ce dont vous avez parlé juste tout à la fin, sur les crises. En fait, je voulais peut-être relier le concept d'affect commun aujourd'hui, dans le sens où peut-être à l'époque où Marx parlait, les gens qui étaient les ouvriers, ils étaient les salariés, ils n'étaient pas affectés de la même manière que nous quand on est salarié aujourd'hui. C'est-à-dire dans le sens où aujourd'hui, non seulement on est salarié, mais on est aussi consommateur, on a aussi peut-être une religion, etc. Et donc moi, c'est j'ai cette expression-là que je reprends de George Orwell, qui est la double pensée. C'est-à-dire que quand on agit en général, on est toujours affecté par plusieurs choses et qui sont aussi contradictoires. Le salarié, c'est aussi un être humain. Il a été étudiant, il a été écolier. Il est salarié, mais il est aussi consommateur, etc. Et tout ceci se contredit. Et ce qui pour moi me fait penser que vous disiez que la condition salariale, c'est celle qui affecte le plus grand nombre. Mais aussi, tous ces salariés sont affectés par une multitude d'autres affects communs. Et je pense que c'est ce qui fait que c'est pas cette condition salariale qui amènera les gens à la révolte, mais ça c'est mon opinion personnelle, parce que justement il y a beaucoup d'autres affections qui sont contradictoires. Et comment tu veux qu'on fasse? On en prend plusieurs? Je serais partant pour en prendre plusieurs parce que je me connais. Moi je voulais parce qu'on a fini en parlant de Machiavel, et moi justement en vous lisant généralement et en vous écoutant, j'ai un sentiment un peu similaire à ce que j'ai quand je lis Machiavel, à savoir que je me pose la question de savoir pourquoi, au fond. C'est-à-dire, quand on lit Machiavel, on se demande est-ce qu'il vend la mèche ou est-ce qu'il parle au prince, quoi. Et au fond, notamment dans l'interview, il y a pour moi un sentiment un peu diffus, c'est que puisque, au fond, aujourd'hui, le pouvoir se trouve au niveau de l'État-nation, etc., vous mettez d'ailleurs un peu dans l'état général, un peu dans le principe, ce que vous voulez retrouver dans le résultat, à mon avis, c'est-à-dire on trouve dans l'état général ce qu'il y a déjà dans l'état national, et au fond, il y a cette idée que, puisqu'il y a de la violence, puisqu'il y a de la verticalité, etc., au fond, le jour d'après la Révolution, il va falloir reproduire cela, quoi. Fondé évidemment sur un autre modèle, vous l'avez dit, il s'agit d'encourager les affects communs, la confiance, etc. Et voilà, moi la question que je me pose, et souvent vous parlez de deux méthodes de soustraire à l'État, deux méthodes et tout, on en voit, à mon avis, vous en oubliez une troisième, même dans ce que vous appelez l'anthropologie magique, c'est celle de la conjuration de la violence, de la conjuration de la verticalité, chez Plastre notamment. Je ne crois pas que ce soit rêvé, c'est de montrer comment il y a des agencements qui permettent aussi de mettre à distance ces procédés-là sans en faire, sans parler d'une nature humaine jolie et pleine d'amour.
Voilà, deux objections Maus et remarquablement formulées de part et d'autre, et il nous reste 9 minutes. Voilà. Super, super. Alors, oui, je suis très sensible à votre question, parce que, alors d'autant plus que je l'ai évoqué un peu plutôt dans la discussion, lorsque je faisais référence à cette espèce de rapport dual qui existe entre le régime des structures économiques auquel correspond un certain régime de désir et d'affect. Ah oui, c'est de dire que le Fordisme a consisté en un enrichissement considérable du régime passionnel du salariat. Et comme toujours, vous voyez, on arrache de force les compromis au capital sans que celui-ci se rende compte de ce qui se passe et de ce qu'il a véritablement à y gagner alors qu'il croit simplement lâcher des choses. Et bon, ça, il faudrait vraiment retrouver le fil de ces citations de Marx dans le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, où il évoque les intérêts malpropres et bornés de la bourgeoisie. Mais c'est bien vrai. Si vous voulez, la progression régulière des salaires, le plein emploi, la montée des revenus de transfert, etc., ont été des stabilisateurs politiques incroyablement efficaces du capitalisme. Et ont livré les salariés à un régime passionnel beaucoup plus composite en effet, que ne l'était le régime passionnel précédent. Et un régime composite par le fait, puisque s'y affrontent, mais ça c'est le propre de la vie passionnelle chez Spinoza, nous sommes des champs de bataille. Voilà. Nous sommes tous des champs de bataille ambulants dans lesquels des affects hétérogènes, parfois contraires, se composent et ça produit des résultantes instables, etc. Oui, donc je suis en train de retrouver cette trivialité que chacun est scindé en un consommateur et un producteur. Et alors ça, pour le coup, comment dirais-je, le bloc hégémonique contemporain l'a parfaitement compris. Puisqu'alors lui, il travaille d'arrache-pied à maintenir cette césure, à maintenir cette séparation et à faire vivre, littéralement parlant, les gens dans l'inconséquence. Alors, c'est l'une des choses que j'évoque dans le livre, et précisément en évoquant le Orwell du Quai de Wigan, où lui travaille à remettre de manière conséquente une idée derrière l'autre. C'est-à-dire à nous faire voir, par des procédés affectants, à nous faire voir ce que sont les contreparties de nos jouissances consuméristes. Bon, alors oui, ça on le sait, et on sait bien qu'on veut nous entretenir dans cette césure-là. On le sait bien. Qu'est-ce qui nous est montré de la vie salariale? Les jouissances de la consommation. Et très rarement, exceptionnellement, ces jouissances sont rapportées à des choses qui sont la condition productive, alors qui des fois nous laissent vraiment la mâchoire décrochée. Mais avec des effets extrêmement volatiles, alors qu'il faudrait y revenir et y revenir sans cesse pour organiser la dissonance affective et qu'au bout d'un moment, le bon terme l'emporte sur le mauvais. Et alors ça, voilà un exemple type de travail passionnel critique. Alors, voilà, quelle question. Oui, c'est vrai, je ne vais pas plonger sur les ambivalences de Machiavel, entre le Machiavel qui parle au prince et le Machiavel des Chianti. Mais ma foi, finalement, vous savez, je crois que vous avez assez bien résumé vous-même ma propre thèse en pensant me formuler une objection. Oui, je pense que des institutions se recréent nécessairement. Voilà. Parce que je crois qu'il n'y a pas de vie politique hors des institutions. Et que les institutions entraînent toujours nécessairement des effets de coupure et des effets de confiscation. Et oui, je crois que notre effort, en tant que, je ne sais pas comment il faut nous qualifier, mais encore en tant que, je ne sais pas, travaillant dans la théorie critique, etc., c'est précisément de penser les agencements particuliers qui nous permettent de conjurer cet effet de verticalisation, de coupure et de confiscation. Bon. Mais ce que je crois, c'est qu'on ne verra jamais le terme de cette entreprise-là. On ne verra jamais. Et alors, je vous sais gré de faire référence au cas des sociétés dites sans État qui est soulevé par Pierre Clastre, dont je me sers pour le retourner contre lui-même, en faisant un cas paradoxal, mais concevable, d'un cas d'application du concept d'État général, précisément à une société
dite sans État. Voilà, c'est précisément pour faire la différence entre la généralité du concept d'État général et ce qu'il y a lieu d'entendre par État au sens courant du terme. Et c'est vrai que cette anthropologie d'inspiration clastrienne, on pourrait aussi penser aux travaux, j'ai oublié, tu vas me le rappeler, c'est John C. Scott, l'auteur de Zomia, ou aux travaux de James C. Scott, ou aux travaux de David Graeber, etc. Mais oui, on connaît des sociétés dans lesquelles se sont trouvées efficacement conjurées les perspectives de surgissement d'un appareil institutionnel coercitif, d'un appareil institutionnel de commandement séparé. Et pour autant, ça ne veut pas dire que ces sociétés sont des réalisations d'un modèle d'horizontalité. Ces sociétés demeurent verticalisées parce que si la chefferie est dépourvue d'un pouvoir de coercition et de commandement, elle n'est pas dépourvue de tout pouvoir pour autant. Au contraire, même, elle enferme un pouvoir d'une nature particulière, qui est un pouvoir symbolique, mais hautement légitime, et que ce pouvoir symbolique, par définition, est lui-même la captation d'un certain affect commun, d'où il tire son efficacité propre, ce qu'on appelle l'efficacité symbolique, qui est une efficacité véridictionnelle, un pouvoir véridictionnel. Bon, voilà. Alors, ça fait une société sans État au sens étroit de l'État, mais une société avec État au sens de l'État général, c'est-à-dire une société qui n'en est pas moins verticalisée. Alors, ce défaut anthropologique refermé, en effet, oui, c'est ça que nous avons à penser. C'est qu'un processus révolutionnaire qui renverse un ordre étatico-économique ne finisse pas en nous faisant un gosse dans le dos. Voilà, comme l'histoire a abondamment montré que ça pouvait se produire. Donc ça, c'est quand même un enchaînement qui nous appartient d'éviter. Eh bien, on finit dans les temps. Je crois qu'on a bien travaillé et qu'on peut surtout remercier très chaleureusement